Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour mon cher Jérôme. Tu ne t'appelles pas Nathalie, tu t'appelles Jérôme, mais Nathalie est juste à côté de toi. C'est la responsable marketing et Oui, communication voilà. d'Audace. Tous. Je Elle suis est sur pour son beaucoup, ordinateur et donc voilà. elle est pour beaucoup dans la réussite technique de ce webinaire. Bon, c'est jamais acquis d'avance, hein, donc on espère que tout va bien se passer avec les bandes passantes, etc. On va, je salue d'ores et déjà toutes celles et ceux qui sont en ligne. Ça grimpe, ça grimpe. On se laisse encore une minute avant de vraiment démarrer pour laisser un peu de temps aux retardataires. On est déjà plus de 50 en ligne. On n'arrête pas le progrès. Bien. Je vois des noms intéressants. Un grand constructeur automobile, un organisme de formation commerciale. La Poste est là. Bonjour La Poste. Bonjour Renault aussi. Randstad, Valeo. Magnifique. Bien, je pense que on est déjà bien nombreux. Merci pour les petits pouces levés. Alors, j'en profite pour vous dire que vous pouvez interagir hein, sans problème via le chat. Vous pouvez apporter vos contributions. Vous pouvez poser des questions aussi. Les petits symboles, la picto, qui permettent de dire si vous êtes content ou peut-être même très mécontent, j'en sais rien. On verra bien avec Jérôme. Et donc, on va démarrer sur un thème, l'immersive learning, stade suprême du digital learning. Alors, vous allez voir pourquoi. On va essayer de défendre l'idée qu'il y a toute une trajectoire qui parle du e-learning pour arriver à l'immersive learning. L'immersive learning n'étant pas d'ailleurs, on va le définir, n'étant pas exclusif et contradictoire avec ce qui précédait. Alors, Jérôme, je vais te laisser te présenter. Moi, je ne me présenterai pas. Je me suis calé derrière un petit bouquet de mimosa parce que c'est le printemps et j'aime beaucoup la couleur jaune. Donc voilà, c'est ça ma présentation. Mais à toi, c'est ça l'essentiel. Merci Michel. Donc Jérôme Poulain, directeur associé de chez Audace. J'ai une carrière dans le domaine de la formation et de la communication. Et ça fait maintenant un peu plus de 25 ans que nous avons créé conjointement avec mon associé la société Audace. Et depuis l'origine, nous travaillons dans le digital learning. 25 ans, donc concrètement, Audace à l'âge de l'e-learning. Concrètement, c'est tout à fait ça, puisque je pense que nous faisons partie des pionniers dans le domaine de la conception d'outils de formation à l'origine avec un client qui se nommait ArcelorMittal. Et concrètement, à une époque où on vit dans l'instantanéité, où on n'a pas la mémoire du temps long, eh bien, Audace se lasse, ce qui ne peut pas nuire par les temps qui courent. Alors tout à fait, c'est clair que nous avons vécu et accompagner l'ensemble des innovations, tant les apports pédagogiques, hein, ces révolutions pédagogiques, puisque nous avons pu apporter, on va dire, des choses un peu plus originales que des pédagogies transmissives. Et puis, en même temps, nous avons également accompagné toutes les évolutions technologiques, puisque à l'origine, les modules de formation étaient simplement des petits grains qu'on venait placer sur des serveurs internes d'entreprise, puis ont été placés sur des serveurs à diffusion plus large pour ensuite s'enrichir pédagogiquement avec le serious game et puis technologiquement avec des solutions de simulation. Alors, donc là, on voit à l'écran d'abord quelques magnifiques références qui touchent à tous les secteurs d'activité, hein, de compagnies aériennes, industrie nucléaire, énergie, etc. Et puis, on voit bien ce que tu viens d'indiquer, c'est-à-dire euh, trois axes, trois piliers, e-learning, serious game, immersive learning. On va passer évidemment l'essentiel de notre temps ce matin sur l'immersive learning, et la dimension communication que tu as indiqué, qui est le premier métier, le tout premier métier finalement d'Audace, n'est-ce pas?
Oui, c'est exactement cela. Audace, à l'origine, est une agence conseil en communication qui s'est transformée il y a 25 ans pour à la fois continuer de faire de la communication, puisque dans la pédagogie, l'axe communication est fondamental et savoir communiquer, c'est quand même plutôt une qualité pour un formateur. Et puis, secondo, effectivement, nous avons apporté, nos connaissances, pédagogiques et d'ingénierie, de formation afin de pouvoir proposer des choses, tout à fait, originales. Et aujourd'hui, nous possédons, 10 contrats cadres, des clients qui nous font confiance, à l'année sur la création de leurs outils et bien d'autres clients naturellement, puisque c'est à peu près une centaine de clients, chez Audace. Et on verra plus tard en quoi l'ADN communication d'Audace est susceptible d'enrichir les prestations, notamment de création d'e-learning. Mais je voudrais qu'on aille directement dans le sommaire maintenant. Alors, on va traiter les points qui sont là. Déjà, on va parler de formation métier sur mesure et donc de digital learning sur mesure et de l'avenir radieux qui continue de l'attendre après un passé non moins glorieux, je dirais. On ira ensuite sur les aspects e-learning et serious game où on passera pas trop de temps, mais on parlera évidemment du sur-mesure. On montrera qu'ils sont toujours d'actualité, mais on passera, parce que c'est l'essentiel. Merci pour vos commentaires sous forme de picto, j'aime beaucoup ça, n'hésitez pas. On passera ensuite à l'immersive learning, qui est l'essentiel de notre discussion de ce matin, avec notamment un aspect pratique, parce que ce qu'on souhaiterait avec Jérôme, c'est que vous sortiez de là avec non seulement l'envie de démarrer un projet immersive learning et la conviction que ça peut concerner tout à fait votre entreprise, mais aussi de savoir comment démarrer là-dessus. Et puis, on reviendra plus généralement sur les compétences qui sont celles du digital learning sur mesure, que vous pouvez acquérir pour certaines en interne et pour d'autres, vous confiez ça à votre studio de production et Audace, bien entendu. Et puis, on essaiera de terminer sur un petit outil d'aide à la décision concernant la question du choix. Quand est-ce qu'il faut choisir finalement? Est-ce qu'il y a des règles pour choisir une approche e-learning, une approche serious game ou tout simplement de l'immersive learning? Mais on va lancer un sondage parce que j'ai déjà beaucoup parlé, donc la parole est à notre audience et le sondage est le suivant. Dans votre budget formation, quelle est la part dédiée aux formations métiers sur mesure? Alors voilà, vous avez la possibilité de cliquer sur une réponse. Et puis, d'ailleurs, moi aussi, je vais cliquer parce que sinon, je ne pourrais pas voir les résultats. On va vous laisser une petite minute si tout fonctionne bien. Nathalie doit être un peu stressée là, oui. parce que c'est la Est-ce première que vous fois le qu'elle voyez lance un bien, le sondage. sondage? Est-ce que vous le voyez bien apparaître, le sondage? Moi, je l'ai vu bien apparaître. Oui, il y a Ah, plein de apparemment, pouces. oui. Merci. Il y a déjà 52 votes, 54. Je profite pour répondre à tous ceux qui ont demandé si la présentation leur serait envoyée par la suite. Il n'y a aucun problème, on peut vous la transmettre. Enfin, on Alors, vous la non transmettra. seulement elle sera envoyée, mais cerise sur le gâteau, d'ici 3 semaines, vous recevrez le livre blanc qui aura été produit à l'occasion de cet événement. Alors, je crois qu'on peut clôturer. Enfin, je ne sais pas si ça se clôture d'ailleurs, mais en tous les cas, on peut le commenter. Les résultats, écoutez, plus de 75%, 22%. De 50 à 75, 25%, et de 25 à 50, 30%. Donc, si on prend plus de 50% du budget réservé à la formation métier sur mesure, on se retrouve quand même quasiment avec 50% des réponses, ce qui est beaucoup. Quel est ton commentaire là-dessus, Jérôme? Alors, je trouve ça assez logique, hein, dans le sens où je reprenais une statistique qui est tombée hier dans un article publié, un article scientifique qui publiait que 83% des métiers en 2030 n'existent pas encore. Ça veut dire que si on ne donne pas de la pression sur la formation métier, eh bien effectivement, on risque d'avoir des collaborateurs qui soit vont
avoir un métier qui risque de disparaître, soit ne pourront pas évoluer assez vite pour pouvoir suivre le nouveau métier qu'on risque de leur demander demain. Donc ça, c'est une donnée importante et nous travaillons aussi également beaucoup dans le monde de la santé et juste une donnée qui est aussi qui permet d'avoir une bonne lecture, c'est que un personnel de soins, en 3 ans, ses connaissances sont obsolètes. C'est-à-dire que les évolutions scientifiques et technologiques font que les traitements évoluent, le matériel évolue, les protocoles également, et donc la connaissance doit être mise à jour le plus régulièrement possible pour pouvoir effectivement juste rester à niveau et finalement garantir son employabilité. Et c'est un petit peu, c'est pour ça que j'ai placé ce slide sur ton commentaire, parce que tu étais en train de le commenter. On sait traditionnellement que la formation métier sur mesure est un des postes essentiels, si ce n'est le plus important, du budget formation dans les entreprises, pour des raisons que tu viens d'indiquer, mais depuis toujours, je dirais, l'adaptation, la nécessité que les collaborateurs soient plus à l'aise dans leurs tâches, le support à la formation professionnelle que vient apporter la formation métier sur mesure. On dit aussi la formation au business. Hein, et évidemment, tout ça se projette quand on entre dans la transformation digitale de la formation, dans ce qu'on a décidé avec Jérôme d'appeler le digital learning sur mesure, qui lui, évidemment, va prendre une importance considérable sur ce socle de formation métier sur mesure qui est déjà très, très, très importante. Et c'est vrai que traditionnellement, d'ailleurs, quand on se ramène 25 ans en arrière, la formation transversale, les soft skills, etc., n'était pas opérée par le digital learning ou par le e-learning. Le e-learning initial était essentiellement du e-learning qui servait les métiers, qui servait le sur-mesure. Alors, on va donner des exemples, hein, mais à travers notamment la compliance, c'est-à-dire la possibilité de former des collaborateurs à des réglementations devenues obligatoires dans les entreprises, et donc la possibilité pour les entreprises de démontrer que les collaborateurs avaient suivi la formation, qu'ils avaient bien obtenu le score, etc. C'est vrai que le e-learning là a eu énormément de poids, de la même façon qu'il a eu du poids avec les tutoriels qui permettaient de former sur les applications informatiques métiers dans l'entreprise, sur des grands déploiements de plusieurs milliers de personnes à former, sur des géographies très largement dispersées, etc. Donc, il y a dès le départ, le e-learning sur mesure, c'est quand même le point d'entrée fort du e-learning à l'intérieur de l'entreprise. Une autre chose que je voulais aussi commenter, c'est qu'on peut avoir l'impression, pendant la crise des 2-3 dernières années qui vient de se produire, qu'il y a eu, comment dirais-je, une espèce de volonté de privilégier les soft skills. On a beaucoup vu d'entreprises abonnant leurs collègues, leurs collaborateurs à des grands catalogues bien connus hein, de formation comportementale, je dirais. Et puis c'est normal parce que les collaborateurs d'abord avaient besoin d'apprendre à travailler à distance, à collaborer à distance. Et puis le geste métier pouvait se perdre un petit peu parce qu'on n'était plus forcément dans l'atelier, le bureau, etc. Et pourtant, et ça c'est une enquête fait fort que nous avons menée à cette époque, vous voyez que parmi les formations en ligne qui étaient les plus demandées par les salariés, malgré la distanciation du travail, eh bien, vous aviez à 40,2% les formations métiers sur mesure. Donc, une claire conscience, je pense, des salariés qu'il n'est pas question de perdre les compétences qu'ils ont, les compétences métiers. Et donc, cela aussi, malgré le nouveau monde dans lequel on est entré, milite en faveur d'un bel avenir pour le digital learning. Bon, le focus sur les formations aux applicatifs informatique et formation réglementaire, j'y reviens pas. Mais est-ce que tu as un commentaire, Jérôme, à faire sur ce que je viens de dire? Écoute, moi, tout ce que je peux ajouter, c'est la différenciation aujourd'hui qui existe entre un collaborateur qui va avoir besoin, qui a besoin de soft skills pour pouvoir continuer d'évoluer dans son entreprise et surtout mettre du lien entre son savoir-être et son savoir-faire. Mais il n'en reste pas moins que la vitesse à laquelle les compétences évoluent font que
on a besoin aujourd'hui de se former plus régulièrement et c'est là où le digital learning prend tout son sens. C'est-à-dire que se réunir en format présentiel, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus contraignant. On voit que les formats aujourd'hui évoluent et que donc cette formation se personnalise de plus en plus. On va plutôt aller chercher aujourd'hui une séquence de formation très courte, mais qui vient permettre à la personne soit d'augmenter sa connaissance sur sa machine, par exemple, soit de l'aider à ne plus produire des pannes sur cette machine. Donc, il y a une relation directe entre l'outil de production et les données qu'on peut retirer de l'outil de production et la formation qu'on va donner. Donc, ce format un peu adaptatif que l'on reprend aujourd'hui, c'est les choses que nous avons développées il y a cela une dizaine d'années avec le groupe ArcelorMittal. C'est-à-dire que des bilans complets d'ateliers étaient réalisés et puis on retirait les petits grains. On a par exemple des défauts sur le réglage des pressostats. Eh bien, toutes ces données-là remontaient et ensuite des outils spécifiques étaient créés pour pouvoir effectivement améliorer le taux de qualité, le taux d'allure des ateliers. Voilà, c'est-à-dire que la formation s'intègre vraiment complètement dans la productivité. Alors, au commencement était l'e-learning. Hein. Et l'e-learning a rapidement eu. Alors, l'e-learning, initialement, là, on va parler comme des vieux routiers, mon cher Jérôme, mais c'est quoi? C'est un film d'écran avec des boutons de magnétoscope. On passe d'un écran à l'autre dans un sens ou dans un autre. On a un petit quiz sommatif pour s'assurer qu'on a retenu l'information essentielle. On a une mascotte un peu débile qui nous prend par la main, mais bon, assez rapidement, on se fatigue de ce format et il acquiert peut-être une mauvaise réputation au bout de quelques années. C'est normal, on le compare évidemment au présentiel, donc là, c'est pas comparable. Et je t'ai posé la question, il n'y a pas longtemps, est-ce que le e-learning, c'est décidément forcément ennuyeux? Et là, tu as une réponse qui m'a beaucoup plu. Donc, je te laisse la parole. Alors, effectivement, c'était une petite provocation sur peut-être que certains outils e-learning ont peut-être péché par effectivement un manque d'enrichissement. Il faut d'abord se placer côté apprenant. C'est-à-dire qu'un bon e-learning, il faut s'imaginer qu'en face, il n'y a pas de formateur. Et donc, c'est l'outil e-learning qui doit être le formateur. Donc, il faut anticiper plein de choses. Il faut anticiper le rythme, il faut anticiper l'interactivité, il faut anticiper tous les éléments qui constituent la force motivationnelle de l'outil et donc l'engagement que l'apprenant peut avoir dans cet outil. De la même manière, on ne conçoit pas un outil de e-learning de la même manière qu'une ingénierie de formation présentielle. Et ça, c'est un défaut. Hein. Moi, je vois beaucoup de modules de formation où on nous demande de réaliser des choses trop longues, des modules de 4 heures, par exemple, pour se conformer en fait à ce que l'OPCO demande finalement, parce que l'OPCO va demander un format de 7 heures. Donc, on va s'imaginer faire un module de 7 heures, mais effectivement, on imagine bien 7 heures derrière un écran, ça n'est forcément pas très opérationnel et puis il va y avoir beaucoup de redondance. Et l'interactivité pendant 7 heures, ça devient presque improductif. C'est plus possible de produire ce type d'outil. Donc, ce qu'il faut dans un outil de formation e-learning, c'est à la fois apporter de la créativité, il faut être conceptuel, pouvoir apporter des idées de présentation qui vont capter l'attention de l'apprenant. On voit ici, par exemple, un outil que nous avons développé pour les hôpitaux Robert Schuman au Luxembourg, où effectivement on reprend un concept bien connu d'une émission télé française avec ce concept d'inside, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire visiter les hôpitaux, mais depuis l'intérieur, depuis les coulisses. Ensuite, un autre type de concept où on va ludifier l'activité pour RTE sur quelque chose qui est un peu ardu, un peu difficile en termes de transmission de connaissances sur un sujet difficile. Eh bien, on va complètement transformer cet outil pour le rendre ludique et totalement interactif. C'est-à-dire que là,
Si vous passez 20-30 minutes sur le module, je peux vous assurer que ça va vous paraître 2-3 minutes parce qu'effectivement, vous êtes en interaction permanente et même si ce sont des petits personnages 3D, il y a un jeu d'acteurs sous forme d'animation qui permet en fait de rester captivé. Je vois qu'on nous Merci signale Jérôme. un J'ai vu petit qu'il y avait quelques petits soucis d'écho. Donc, je ne sais pas si en utilisant mes AirPods, les choses vont mieux. Jérôme va également essayer de se connecter avec un casque micro. Tu peux parler, Jérôme? Est-ce que là, le problème est résolu? Pour moi, j'ai la même qualité de son. Ah, ça semble bien parti. C'est génial. Je vois des pouces. Ça a l'air d'aller mieux. Merci à tous. Merci pour ce développement sur l'e-learning. Donc, au commencement était l'e-learning, puis vint les serious games. Alors, les serious games, évidemment, ils ont vocation à dépasser ce qu'on vient de les limitations qu'on a vues sur le e-learning, en tous les cas, l'e-learning initial, c'est-à-dire le manque d'interactivité, la difficulté d'utiliser, de mettre en pratique finalement les connaissances qu'on a à l'intérieur de la séquence pédagogique. Et effectivement, le serious game, il a vocation à raccourcir les délais de mise en application des connaissances, puisque au lieu d'avoir à les appliquer en situation de travail, on peut déjà commencer à les appliquer à l'intérieur du jeu. C'est un des avantages, mais je pense que tu peux en signaler bien d'autres, Jérôme. Oui, tout à fait. Alors, il faut préciser, pour bien comprendre le serious game, un serious game, c'est avant tout un jeu vidéo. Donc, ça ne peut pas fonctionner si ça n'est pas un jeu vidéo. On se sert en fait des mécaniques ludiques, motivationnelles, engageantes du jeu vidéo pour faire passer des éléments de connaissance. Ces éléments de connaissance vont venir de manière inductive au fur et à mesure du déroulé du jeu, venir enrichir en fait l'expérience du joueur et il fera lui le transfert sur effectivement son métier. Donc dans un jeu, il faut reprendre les grands on va dire les grandes phases, c'est-à-dire d'abord concevoir un game design. Le game design, c'est un peu l'architecture du jeu vidéo. On va définir le type d'environnement, le type de mécanique de jeu. On va définir aussi le temps, le rythme, les différentes phases et on va venir greffer ça sur un programme pédagogique. C'est-à-dire qu'on va venir greffer en fait toute la pédagogie au fur et à mesure, on va retisser la pédagogie au sein du game design. Dans un deuxième temps, on va concevoir ce qu'on appelle un gameplay. Le gameplay, en fait, c'est la jouabilité, c'est-à-dire c'est le côté apprenant, c'est le côté joueur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut faire, sur quoi il peut cliquer, quelle est son aventure, quelles vont être ses récompenses, etc., etc. Et ensuite, il y a un troisième élément qui constitue le jeu, c'est le game art. Et donc, le game art, ça va être en fait toute la partie illustrative, la partie visuelle, la partie graphique qui vont permettre de s'immerger dans un environnement qui aura été choisi comme celui qui est le plus propice à pouvoir transmettre l'ensemble des connaissances. Là, juste pour exemple, mais ici, nous avons un jeu qui est un jeu qui a été conçu pour faire passer des notions de sécurité pour un grand groupe du monde du nucléaire français. Ce jeu, en fait, est basé sur une cinématique, pour ceux qui ont connu la série Lost. En fait, Une de on mes séries s'écrase en préférées. fait. Ça fait quelques années. Donc on s'écrase en fait sur une île. On est enfermé dans un avion pour l'instant parce qu'on est un peu coincé par cet avion qui s'est crashé et on va devoir réussir à sortir de l'avion. Donc pour faire ça, on va devoir mettre en œuvre tout un ensemble de méthodes et de moyens qui sont liés à des aspects de sécurité, comme l'utilisation d'une lance à oxycoupé, comme la protection qu'on doit mettre en œuvre, le nettoyage du chantier pour pouvoir sortir de l'avion. Parce que si j'oxycoupe sans avoir tout nettoyé, eh bien, je vais créer le suraccident parce qu'il y a des tas d'éléments de papier qui traînent partout et qui vont prendre feu et qui vont ensuite s'embraser dans la carlingue de l'avion.
Ensuite, je vais devoir sortir. Une fois que je suis sorti, je vais devoir créer mon bivouac et pour ce faire, je vais devoir mettre en place tout ce que je sais sur, le travail en hauteur, le levage de caisses, que je vais devoir, collecter pour pouvoir créer mon bivouac et cetera et cetera et cetera. Toute cette aventure, qui est une aventure purement en réalité virtuelle en 3D, sous une forme animée, eh bien, va reprendre en fait l'ensemble des éléments de sécurité, que l'on est censé, maîtriser, au sein de ce groupe. Alors pourquoi arriver au serious game? Bah, tout simplement parce qu'ils étaient arrivés un peu au bout de toutes les méthodes pédagogiques un peu plus traditionnelles, présentielles, même e-learning d'ailleurs, et il fallait trouver un nouveau moyen, d'intéresser les collaborateurs à ces problématiques. Quand on vous donne une formation tous les ans, tous les 2 ans à la sécurité, sur site, eh bien effectivement, au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude qui s'opère et on n'écoute plus vraiment, la personne qui intervient en formation. Et donc là, l'idée, c'était de créer ce décalage, ce pas de côté pour pouvoir effectivement de nouveau, trouver une appétence et une motivation à écouter ce type de discours, qui n'est en aucun cas vertical. Il est totalement horizontal, puis c'est soi-même là qui on crée soi-même sa propre connaissance et son propre parcours de formation. Alors, tu nous as mis l'eau à la bouche pour arriver sur l'immersive learning, mais on aimerait en savoir un peu plus sur notre audience à travers un sondage sur les énoncés concernant l'immersive learning avec lesquels vous êtes d'accord. Donc, Nathalie, qui maintenant est devenue une grande pro des sondages, va pouvoir le lancer. Elle en a réussi un, donc tous ceux qui viennent vont être réussis. Et donc, je regarde ce sondage. Voilà. Donc, avec quels énoncés sur l'immersive learning êtes-vous d'accord? Ça coûte cher. Ça va être réservé aux formations techniques. Immersive learning et simulateur d'apprentissage, c'est la même chose. C'est du serious game amélioré. Mon entreprise n'est pas assez mûre pour se lancer dans l'immersive learning. L'immersive learning, c'est pour les générations qui rentrent sur le marché du travail. Ça demande trop de compétences. Je ne sais pas ce que c'est que l'immersive learning. L'immersive learning ne permet pas de former rapidement dans le flux du travail. Vous voyez, c'est un peu un inventaire à l'après-vert. Donc, vous picorez là-dedans, vous en choisissez quelques-uns à votre goût. Et je vais moi-même soumettre le vote. J'ai du mal à choisir. Allez, ça me va bien. Et puis, ça me va bien aussi. L'immersive learning, ça coûte cher. Ah, il va falloir que tu sois convaincant, Jérôme. Hein. Mais je crois que vous avez prévu une promotion. Les 3 premiers immersive learning suite au webinaire sont gratuits, non? C'est ça? Oui. Les 3 initiations peuvent être gratuites. Bien. Alors là, on a dans l'ordre décroissant. L'immersive learning, c'est du serious game amélioré. Ça, c'est intéressant. Ah, il y en a qui sont très contents à l'idée d'avoir du serious game qui ne coûterait pas si cher que ça, j'ai l'impression. Immersive learning et simulateur d'apprentissage, c'est pareil. Ouais, là, je pense qu'on va avoir besoin de tes lueurs là-dessus sur, comment dire, essayer de bien séparer les deux, même si évidemment il y a des recoupements très importants. Eh bien, on va clôturer, on clôture, en tous les cas, on commente. Je te laisse commenter ce que tu vois ce que tu as sous les yeux. N'oubliez pas, si vous voulez encore continuer de voter, que vous pouviez utiliser plusieurs options. Hein. Moi, j'ai voté deux items sur la totalité, donc n'hésitez pas. À toi. Alors, je vais commencer par le bas parce qu'en fait, je me rends compte que vous êtes quand même nombreux à dire: «Je ne sais pas ce que c'est l'immersive learning» ou «Mon entreprise n'est pas assez mûre». Alors c'est assez intéressant. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on va faire un bond en avant puisque justement on va aborder ce sujet-là, juste après. En tous les cas, je pense pas que votre entreprise ne soit pas assez mûre pour ça. C'est simplement un protocole, de formation qui utilise en fait effectivement, des moyens technologiques, mais ça n'est pas forcément beaucoup plus compliqué de concevoir un module, immersif, que de concevoir, un module e-learning. On part des mêmes choses, simplement les technologies sont un petit peu différentes et on va pouvoir aller un peu plus loin effectivement dans l'immersion, immergo, hein, si on prend en fait la souche latine qui veut dire vraiment être
immergé un peu comme dans la mer, hein, quand on est dans l'eau. Et alors, cette immersion, elle permet justement une mise en situation 360 degrés en géode, et elle permet également d'être confronté à une situation quasi réelle, reconstituée. Donc, c'est pourquoi on va parler vraiment d'immersion. La réalité virtuelle permet de faire ce type de décalage et de placer l'apprenant au cœur du dispositif de formation. On est vraiment dans une situation où c'est l'apprenant qui va construire sa formation avec les outils qui sont mis à sa disposition autour de lui. Alors, l'immersive learning, ça coûte cher. Alors, je peux vous assurer que les ROI qu'on tire sur les dispositifs d'immersive learning sont plutôt bons. Un client, notamment dans le domaine du pneumatique, qui en un an sur une seule usine a tiré un ROI d'1 million d'euros en mettant en place un dispositif immersif qui lui permet de former tous les nouveaux collaborateurs à la prise en main de machines, de lignes de production, et de les entraîner, à travailler dans le rythme, et enfin à évaluer leurs compétences, à pouvoir prendre en main l'ensemble des outils de manière à les certifier sur ligne. Tout cela coûtait très très cher en mobilisation d'outils, vous l'imaginez bien, et donc il coûte cher, il faut le relativiser naturellement au gain qui est produit. C'est-à-dire qu'effectivement, si le dispositif coûte 50 000 € et que il permet une économie de 10 fois son investissement dès la première année, bah, non, il ne coûte pas cher. Il a effectivement un très bon ROI. Il y a simplement effectivement au démarrage un billet à mettre pour pouvoir se lancer, ça c'est clair. Euh, c'est du service game amélioré. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, oui, si dans l'expérience immersive, on utilise des mécaniques de jeu, là, effectivement, ça peut être très très proche, ça peut être un serious game, comme on vient de le voir juste avant, mais avec un casque de réalité virtuelle. Et donc, on fait les deux, c'est-à-dire qu'on est à la fois en train de jouer et à la fois immergé dans l'environnement du jeu. Mais toutefois, ça peut être aussi autre chose, hein, puisque dans beaucoup de cas, on va recréer des environnements réels, et là, en fait, il n'y a pas de mécanique de jeu, hein. La personne doit faire son travail sans artifice ludique. Là, je vais te demander de prolonger ton commentaire sur ce qu'on voit à l'écran, mais c'est vrai que quand tu parles d'immersion, ça me fait penser à ce qu'on appelait le stage immersif de langue il y a des années de ça. On disait finalement la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est carrément d'aller dans le pays. Alors évidemment, apprendre l'anglais, on préférait aller à San Francisco qu'à je ne sais quoi, à Liverpool par exemple, quoique Liverpool est une ville chère à mon cœur pour les Fab Four et les Beatles. Mais bon, bref, on apprenait en faisant, on apprenait en s'immergeant, on apprenait en évitant de fréquenter la communauté française, mais vraiment en se confrontant à l'habitant, etc. Donc l'immersif, c'est une longue histoire en formation. Mais évidemment, les technologies nouvelles, et je voudrais t'entendre là-dessus, lui donnent, comment dirais-je, une espèce l'ouvre un boulevard pour se développer. Voilà, tout à fait. Alors, je vois dans le chat qu'il y a une question justement qui est complètement dans cette idée-là, hein, puisque il y a une question qui dit est-ce que l'utilisation des vidéos 360 à la place des scènes 3D artificielles peut être moins chère, plus réaliste, plus facile à créer? Alors, l'utilisation de la vidéo 360 en immersion existe. Il y a même des logiciels qui permettent de le faire assez facilement. En tout cas, chez Audace, on ne se positionne pas sur ce type d'outils parce qu'ils ont vocation essentiellement à placer la personne devant une image. Alors, ça peut être une photo ou une vidéo. Et voir l'outil fonctionner et placer des hotpoints pour voir effectivement là, ça c'est quoi, je clique, je regarde ce que c'est, je regarde fonctionner. Ça n'est pas la philosophie en fait de l'immersion telle que on l'imagine chez Audace. Chez Audace, en fait,
la machine, elle fonctionne vraiment, mais elle fonctionne en 3D. Alors pourquoi l'intérêt de la 3D à ce niveau-là? Bah, parce que la machine, on va pouvoir la démonter, on va pouvoir lui faire des choses qu'on ne pourra pas faire en vidéo. Moi, je peux lui provoquer un rythme aléatoire et puis la personne va devoir diagnostiquer quelles sont les raisons de la situation dégradée autour du paramétrage de cette machine. Je vais pouvoir aussi déclencher des incidents, je vais pouvoir déclencher des casses, je vais pouvoir déclencher des situations incidentogènes. Un tas de choses que non, la vidéo ne permet pas en fait de réaliser. Alors voilà, les deux technologies ne s'affrontent pas, elles sont complémentaires. Par contre, c'est plus au niveau du brief, c'est-à-dire vraiment ce que le client souhaite obtenir à la fin. C'est là où on doit faire le choix entre de la vidéo, de la photo ou de la 3D. Le brief est essentiel et donc le résultat, l'attendu formation est également celui qui doit diriger effectivement le type de choix de technologie. Voilà. Bon, après, effectivement, on peut utiliser ce type de logiciel en interne parce qu'effectivement, un formateur peut le prendre assez facilement en main. C'est pas le cas effectivement des outils que nous développons qui nécessitent effectivement, tout un ensemble de compétences et de métiers pour pouvoir les créer. Par contre, il est clair que ce que nous réalisons, on pourrait aller vraiment très, très loin et aussi loin qu'on souhaite dans les situations, complexes, qu'on ne pourrait pas réaliser en vidéo. Je vais te laisser pointer ce qui, sur la planche que nous avons là sous les yeux à présent, t'apparaît comme essentiel. Oui, alors, là, effectivement, il y a, tout d'abord, effectivement, cette courbe, qui permet, en fait, d'identifier le taux d'engagement, d'un apprenant et sa capacité de mémorisation, hem, qui est liée, en fait, au type de dispositif pédagogique qui lui est proposé. Donc on voit, tout en bas que si c'est simplement regarder, ben, voilà, hein, c'est comme la vidéo, on a un taux de mémorisation qui est aux alentours de 10. Si on interagit un petit peu, ben, on va atteindre, 20. Et puis on voit tout en haut que si on demande en fait à l'apprenant, de créer lui-même sa propre matière pédagogique, à devenir finalement celui qui enseigne, l'expert, eh bien effectivement, il mémorise 95 des éléments qu'il utilise. En immersive learning, on peut se positionner entre le 70 et le 80. Alors on a encore rarement des positions de création d'experts immersifs. Toutefois, effectivement, l'interaction étant à un tel niveau que nous sommes quasiment dans la simulation professionnelle sur le terrain. Le terrain, c'est le dispositif immersif et il faut avoir en tête que, on n'est pas obligé d'être seul. On peut être, plusieurs dans ce dispositif. On peut interagir entre pairs, on peut interagir entre un formateur et un apprenant, on peut interagir avec plein d'autres collaborateurs, avec des engins, avec des machines qui fonctionnent au réel autour de soi. Donc c'est là où l'immersion est véritablement, puissante sur la capacité, de mémorisation de l'apprenant parce qu'elle est super engageante. Et on voit que toutes les fonctions cérébrales sont engagées dans l'immersion et dans l'immersive learning, en fait. Exactement. On va utiliser son corps, on peut se déplacer, on peut voir des exemples où on va utiliser des tapis de marche pour, effectivement, permettre, à l'apprenant de se déplacer dans l'environnement, de réalité virtuelle. On peut également utiliser ses mains pour, saisir des choses, hein. Donc on peut travailler sur tout ce qui est, manipulation et habileté à réaliser un geste technique. Mais on peut aussi effectivement intégrer les fonctions émotionnelles. Nous avions développé sur un simulateur de pilotage
un bracelet qui permettait de récupérer les données physiologiques du conducteur et nous pouvions mesurer son stress à l'instant T, et notamment quand on le confrontait à des situations complexes. Le tout étant formateur pour lui, puisque l'idée c'était de lui révéler le moment où il est le plus à risque par rapport à sa conduite. Et également naturellement tout ce qui va être sensoriel, puisque on peut aussi obtenir des retours d'informations, hein, donc c'est pas que dans un sens. On peut, sur un simulateur de sécurité incendie, on peut utiliser des diffuseurs de parfums, d'incendie, ça existe, donc bois, produits chimiques. On peut également, diffuser une température, hein, donc via, des petits, chauffages, qui sont pilotés par l'ordinateur. On peut, également donner ces informations-là. Bref, non seulement la personne est en immersion, dans son environnement, mais en plus, elle commence à obtenir tous les ressentis, de cet environnement, les combinaisons haptiques, par exemple, permettent aujourd'hui, d'obtenir aussi un retour d'information, une sensation, lorsqu'on touche des choses ou lorsqu'on est touché par, quelque chose. Avant de passer au slide suivant, Jérôme, je voudrais informer l'audience que vous avez écrit un document qui est un comparatif des casques de réalité virtuelle. Alors, je pense que ce serait bien que vous l'envoyiez aux participants. Peut-être d'ailleurs, si vous disposez d'un lien, le faire dans la suite de ce webinaire, un petit peu plus tard avant la clôture. Mais ça aussi, ce serait utile. Et puis, on va passer maintenant peut-être à un aspect plus pratique. Et notamment, ça permettra de répondre à une question de Richard qui dit: est-ce que vous avez une sorte de checklist qui permet de poser les bonnes questions afin d'évaluer si Immersive Learning est un bon mode d'apprentissage au vu de la demande? Évidemment, c'est une question de fond là, qui est posée. Donc, ce que je te propose, c'est de continuer, plutôt que de répondre à cette question, de continuer, comment dirais-je, ton exposé, Jérôme, et puis on va voir si dans cet exposé, tu réponds naturellement à la question. Et si ce n'est pas tout à fait le cas, tu lui apporteras un complément. Donc, l'immersive learning en pratique. Qu'est-ce que tu as à nous raconter là-dessus? Alors, tout d'abord, l'immersive learning, c'est une notion déjà large, puisqu'elle fait appel à tout un ensemble de technologies qui sont assez différentes et dont les protocoles sont assez, différents également. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les mêmes outils pour les mêmes problématiques pédagogiques. Le premier élément, c'est la réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, c'est, par exemple, utiliser une tablette ou un smartphone et puis en visualisant l'environnement, on peut faire apparaître, des médias, par-dessus cet environnement. Alors ça peut être un son, une voix, une animation, une image, un texte tout simplement, mais ça peut être également des interactions, hein, des interactions même complexes, l'objectif étant de replacer, ces interactions pédagogiques dans l'environnement réel qui est autour de soi. Voilà, donc par exemple, je regarde sur ma table, j'ai un ordinateur et avec mon smartphone, qui va reconnaître le modèle de l'ordinateur, il va me donner le mode d'emploi de l'ordinateur. Je vais pouvoir avoir une démonstration de comment je fais pour, ouvrir l'ordinateur, lancer un programme et puis, voilà, c'est juste pour vous donner un petit exemple où je peux faire un démarrage de feu dans mon bureau, dans ma corbeille, par exemple, en réalité augmentée. La seconde technologie, c'est la réalité virtuelle. Donc là, en fait, en réalité virtuelle, l'écran est opaque, donc je suis en train de visualiser un monde virtuel, complet qui est, de manière la plupart du temps en 3D. Dans cet environnement, virtuel, je vais être plongé, en tant que personnage, qui va vivre, un certain nombre d'aventures, de missions. Certains outils sont mis à ma disposition et la réalité virtuelle a cette vertu, d'être assez, proche des sensations réelles retenues par un candidat. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai le vertige, dans la réalité, je vais avoir le vertige dans la réalité virtuelle. Donc c'est assez proche en fait du sentiment, des compétences, des habiletés, que l'apprenant embarque avec lui, dans cette virtualité.
Le troisième élément, c'est la réalité mixte. Alors aujourd'hui, ou hybride, hein, on parle d'hybride aujourd'hui. Alors là, très clairement, c'est l'avenir, hein, puisque la majorité des casques s'orientent vers des technologies hybrides aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais avoir à la fois l'effet de la réalité virtuelle, mais en même temps, je vais pouvoir bénéficier de l'environnement réel qui va m'être reproduit dans le casque, ou mes mains, par exemple, ou un outil que je vais pouvoir utiliser dans le casque, parce qu'en fait, le casque est doté de caméras qui permettent en fait de réinjecter le réel dans le virtuel. Alors, ça a des vertus quand il s'agit, par exemple, d'utiliser une télécommande pour conduire une grue. C'est-à-dire que je vois vraiment la télécommande réelle que j'ai dans les mains, je vois mes mains, et en même temps, je suis plongé dans un environnement artificiel, virtuel, qui est celui d'un chantier dans lequel je vais devoir réaliser des missions. Voilà, on voit que ces technologies évoluent pour devenir de plus en plus puissantes. Et enfin, on peut intégrer ces outils dans des simulateurs. Les simulateurs, en fait, vont ajouter en fait un châssis physique à la réalité et à la virtualité, pardon, comme par exemple un châssis de conduite d'engin, un chariot logistique, un pont roulant, ou tout type d'engin qu'on puisse imaginer, où on va recréer en fait l'ensemble des outils et des manettes qui sont à la disposition du conducteur. Donc ça, c'est du réel, et en même temps, on va replonger l'apprenant dans des environnements virtuels et qui permettent encore une fois, de créer de la conduite la nuit, la conduite dans le brouillard, et cetera, et cetera. Donc voilà, on voit que les technologies évoluent et elles ont une faculté à plonger l'apprenant dans des situations complexes, dans des situations à risque, à lui restituer en fait des inputs qui vont aiguiser ses émotions durant l'expérience pédagogique. Et on peut même également confronter l'apprenant à des situations vraiment d'accident pour valider ses capacités réflexes sur des événements rapides et graves. Ce que je te propose, c'est qu'on donne un petit peu de chair à ce que tu viens de dire à travers quelques exemples de réalisation pour des clients d'audace. Et puis on prendra juste après cette prochaine planche, on répondra quand même à un certain nombre de questions ou de commentaires qui se posent et qui sont intéressants. Alors, voilà, tu peux peut-être prendre quelques exemples là. Voilà. Alors, les 4 R, en fait, ce sont les 4 situations dans lesquelles l'immersive learning prend tout son sens. Là, il ne faut pas se poser de questions, c'est le bon dispositif. Après, la technologie qu'on utilisera peut évoluer, mais en tout cas, ça sera très puissant de le faire avec l'immersive learning. Alors, le premier cas, c'est la situation extrêmement rare où on a des conditions d'exercice très difficiles à reproduire. En l'occurrence là, vous avez alors ça s'appelle un trou d'homme. C'est un sas en fait que l'on ouvre et dans lequel en fait le collaborateur va devoir plonger, sauter, hein, donc ça s'appelle un jumper. Et à l'intérieur de cette canalisation qui est hautement radioactive, la personne doit réaliser un certain nombre d'interventions qui doivent être extrêmement codifiées, extrêmement rapides, de par le fait que c'est radioactif. Et ce simulateur va lui permettre à la fois de recréer l'ensemble des éléments physiques de contextualisation de son intervention. On va lui permettre aussi de vivre toutes les situations inattendues, un boulon grippé, enfin des choses qui vont complexifier son intervention et retarder son intervention. Et on va recréer en fait l'ensemble de ces procédures que l'apprenant va pouvoir sur lesquelles l'apprenant va pouvoir s'entraîner et du coup, ne pas devoir les vivre au réel. Voilà, il sera, on va dire,
complètement prêt à toute situation, même complexe, puisque toutes les situations ont été traitées dans le module. Le second cas, c'est le cas où c'est risqué. Effectivement, quand il faut confronter quelqu'un à une situation risquée, eh bien la virtualité, c'est plutôt pas mal, hein, puisque dans l'absolu, il ne sera pas blessé ni brûlé, si on le confronte à un incendie. Mais par contre, eh bien effectivement, ça sera tellement, proche de la réalité que l'émotion faisant, heu, toutes les notions et tous les engagements qu'on demande, à l'apprenant, prendront tout leur sens. Je vais prendre un exemple, c'est que si par exemple vous, ouvrez une porte, alors que, dans situation d'incendie, alors que vous n'avez pas mis le dos de la main sur la porte pour voir si elle était chaude et donc savoir si oui ou non vous devez l'ouvrir, ben là en réalité virtuelle, on va pouvoir vous montrer l'effet, d'ouvrir la porte alors qu'il y avait un incendie de l'autre côté. Hein, vous allez pouvoir vivre, le fameux suraccident, et je peux vous assurer que ça va vous marquer et et qu'en situation réelle, vous ne le ferez pas. Ensuite, toutes les situations, alors il y a répétitif et répétition. La répétition, c'est au sens du théâtre. C'est au sens de la préparation. Je dois réaliser quelque chose de compliqué, je dois réaliser quelque chose de sensible, eh bien, je vais pouvoir m'entraîner, faire des répétitions. On le voit ici avec un simulateur de pilotage de pont dans le domaine du nucléaire, c'est un pont polaire, et l'ensemble des manipulations sensibles, eh bien, le pontier va pouvoir les réaliser plusieurs fois avant de les réaliser, dans le monde réel. Et enfin, la situation, dite répétitive, c'est là la situation où il faut s'entraîner à pouvoir faire la chose de manière répétitive à un grand rythme, en suivant un protocole et un rythme qui est demandé, comme par exemple, le montage d'un pneumatique, sur une ligne de production où, il ne s'agit pas de savoir monter un pneu sur la ligne, mais il s'agit de pouvoir monter 170 pneus jour sur la ligne de production. Et donc, on va entraîner la personne à l'ensemble, des éléments qui vont faire qu'il va pouvoir le réaliser sans stress, sans, excès, de rapidité sur des éléments, qui ne le demandent pas. Et par contre, on va pouvoir, corriger sa gestuelle, on va pouvoir corriger, l'ordre dans lequel il réalise les choses, puisque le programme, lui, observe l'apprenant et restitue à l'apprenant des corrections au fur et à mesure de ce qu'il réalise. Donc en fait, le programme, lui, il permet d'être auto-apprenant, en fait, hein. La personne est en virtualité et en même temps, elle a des messages qui lui donnent des informations pour corriger sa pratique. Alors, je crois que là, tu as répondu largement à la question de Richard, qui était est-ce que vous avez une sorte de checklist, etc. Ben, et déjà, Richard peut vérifier dans une demande qui lui serait faite comment il se situe par rapport à ce modèle des 4 heures. Et puis, s'il n'est pas tout à fait certain de son coup, il peut passer un coup de fil à Jérôme ou lui envoyer un mail et Jérôme le conseillera là-dessus. Il y avait une autre question intéressante. Est-il possible de traiter des situations impliquant des échanges avec d'autres personnes? Parce que là, effectivement, on a l'impression que c'est un peu de la formation où la personne est plongée, est immergée, etc. Mais on ne voit pas où se trouvent les autres. Est-ce que les autres, ils existent néanmoins? Tu en as un peu parlé tout à l'heure en disant qu'il y a des interactions possibles avec le formateur, etc. Mais concrètement, comment ça fonctionne? D'ailleurs, Laetitia pose la question, quel est le rôle du formateur au passage? Voilà, tout à fait. Alors ça c'est une question fondamentale parce que, il faut oublier que quand on réalise un dispositif de formation, notamment en réalité virtuelle, le formateur est toujours là, hein, il n'est pas absent. Il ne faut d'ailleurs surtout pas l'exclure du dispositif parce que c'est un des freins justement à l'utilisation de l'immersion aujourd'hui, ce sont plutôt les formateurs plutôt que les apprenants, hein. Donc il ne faut surtout pas qu'ils se sentent exclus, du dispositif. Il faut les inclure pour qu'ils puissent obtenir les informations dont ils ont besoin pour apporter des conseils et corriger les pratiques de leurs apprenants. Alors concernant, le mono multijoueur, aujourd'hui on peut tout à fait effectivement chausser un casque et partir dans un environnement virtuel, soit seul pour réaliser une mission, mais également avec d'autres apprenants. Donc d'autres apprenants chaussent également un casque de réalité virtuelle
Et tout ce petit monde se retrouve dans un environnement virtuel où les apprenants vont se voir. Alors, ils peuvent soit réaliser des scénarios sur un protocole collaboratif, c'est-à-dire qu'ils doivent, par exemple, tous travailler sur des éléments qui, ensemble, vont pouvoir produire quelque chose, hein. Je pense, par exemple, à des gens dans la logistique. Il y a un piqueur, il y a une personne qui va conduire un chariot, il y a une personne qui va préparer une palette en bord de quai. Et en fait, ils vont devoir collaborer dans le même environnement virtuel pour que le piqueur remplisse les bacs du chariot. Le chariot va venir apporter les éléments à la personne qui prépare la palette et la personne qui prépare la palette va finir d'emballer tout ça pour que ça puisse partir chez un client. Donc là, on est sur un mode collaboratif. Puis après, il peut y avoir également des modes compétitifs, hein, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le jeu vidéo, où effectivement, beaucoup d'apprenants se retrouvent dans un environnement et ils ont tous à peu près la même mission, mais la mission va être un peu ludifiée, c'est-à-dire que les meilleurs, enfin, plus vous réalisez cette mission, plus vous collectez d'éléments, plus vous réalisez correctement une manipulation, plus vous marquez de points, et puis ensuite il y a un système compétitif entre les apprenants qui permet de créer une sorte de motivation. Ça marche essentiellement sur des publics, notamment par exemple des publics jeunes, où ils retrouvent là les mécaniques en fait des jeux qu'ils utilisent au quotidien. Parce qu'il ne faut pas oublier que 8 jeunes sur 10 jouent aux jeux vidéo plus d'1 heure par jour. C'est 80% des étudiants en médecine qui jouent plus d'1 heure par jour. Donc il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu omniprésent et il est fondamental dans la vie d'un jeune aujourd'hui. Et ça n'a pas de genre, hein, il n'y a pas de genre dans le domaine. Alors, tu Donc, parlais, Jérôme, excuse-moi de te couper, oui. des étudiants en médecine. Il y a d'ailleurs deux questions de Jean et d'Alberto, mais je propose qu'on les reporte à la fin, on y arrive bientôt d'ailleurs, de notre session, sur les applications de l'immersive learning dans le monde de la santé. Et l'expérience que vous en avez, vous, éventuellement, de votre côté. Mais avant ça, je voudrais, mais là, je te laisse 30 secondes. Hein. On parle de digital learning sur mesure, donc on parle aussi d'apprentissage immersif sur mesure. Mais voilà, il y a aussi de votre côté l'existence de simulateurs de réalité virtuelle sur étagère. Donc peut-être est-ce qu'il y a un petit complément d'information à apporter là-dessus. Et bien entendu, Oui, alors, sur les coûts et la rentabilité, parce que je ne voudrais pas qu'on sorte d'ici avec l'idée que ça soit vraiment cher et que ça ne soit pas forcément rentable. Donc il y a quand même un point aussi à faire là-dessus. oui, tout à fait. Alors, les simulateurs sont des outils qui permettent de placer un apprenant dans un contexte donné. Là, en l'occurrence, ici, par exemple, on a quelqu'un qui se forme au CACES. Donc, qui est le CACES, c'est l'habilitation qui permet à une personne de conduire un engin de manière professionnelle. Ici, ce simulateur est sur étagère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est un kit. On a une valise avec un casque, avec une télécommande et un PC, et puis l'apprenant en fait va pouvoir réaliser l'ensemble des scénarios de sa préparation au CACES, un peu comme la préparation au permis de conduire, et le tout en réalité virtuelle, en immersion. Alors ça permet effectivement de pouvoir s'entraîner, de pouvoir répéter les gestes, de pouvoir répéter les différents protocoles qui vont lui être demandés dans le cadre de l'examen. Et en même temps, ça ne demande pas de mobilisation d'un engin réel, hein, puisque vous imaginez bien qu'une grue auxiliaire, telle que c'est le cas ici, qui est sur un camion, une grue GMA, un pont roulant, ce sont des engins très chers et qui sont également très dangereux. Donc, on ne peut pas laisser un apprenant en dehors d'une activité pédagogique avec un formateur s'exercer sur un engin réel. Donc là, le simulateur permet de faire ça. Le simulateur enregistre tout et restitue au formateur en fait tout ce que l'apprenant a bien fait, pas bien fait, s'il a respecté les temps, s'il a respecté les protocoles de sécurité, etc. Donc là, c'est un outil. Là, en l'occurrence, c'est un pack
sur étagère, c'est-à-dire que c'est un outil qui vaut un peu moins de 10 000 € clé en main pour une licence à vie. Donc, on voit que du coup, l'apport effectivement de l'immersion ici est majeur et que le coût n'est pas très élevé puisque l'outil a été développé de manière industrielle. Et sur la partie droite, on voit un apprentissage immersif sur mesure qui lui effectivement a été développé pour un client dans le cadre de son activité avec sa machine. Donc cet élément-là, effectivement, je ne peux pas le développer pour d'autres, hein, puisque il y a souvent aussi du secret industriel. Mais vous voyez ici que la personne se déplace sur un tapis de marche, a la possibilité de se lever, se baisser, d'utiliser ses mains, et elle est plongée directement devant sa machine avec toutes les postures nécessaires, puisqu'il y a 7 postures pour monter un pneumatique, toutes les également les notions d'habileté qu'il faut avoir en utilisant le pneumatique, en le retournant, en réalisant les contrôles qualité visuelle, etc. Et là, ça met bien en scène en fait les deux types de dispositifs entre le sur-étagère et le sur-mesure. Alors, je vais faire un peu de teasing. Compétences clés métiers, on ne va pas intervenir là-dessus parce que ça figurera dans le livre blanc, mais si vous voulez poursuivre avec Jérôme, vous n'hésiterez pas. Il a là calé tout un ensemble de compétences qui sont celles que vous pouvez construire avec votre partenaire ou en interne et qui traduisent au fond ce que c'est que quelles sont les différentes compétences qui sont attendues dans l'e-learning, le serious game et le digital et l'immersive learning. Mais on n'a pas le temps de le voir parce que j'aimerais qu'on réponde à des questions. Et vous aurez aussi dans le livre blanc, mais de toute façon, dès demain, par l'envoi de recording avec les slides, vous aurez aussi un outil d'aide à la décision qui permet, en fonction d'un certain nombre de critères, individualisation, efficacité pédagogique, disponibilité, coût, etc., finalement, de choisir quel type d'approche vous pouvez avoir, y compris d'ailleurs le métaverse. J'ajoute quelque chose. Jérôme, qui est quelqu'un de très sérieux, vous l'avez vu, hein, il connaît son sujet, mais il est aussi passionné par l'industrie, est un peu modeste parce qu'on a l'impression que le digital learning, enfin l'immersive learning, ne répond qu'à des besoins de formation technique. Et c'est vrai que ce sont des besoins énormes aujourd'hui, d'abord parce qu'il est difficile d'attirer les talents dans l'industrie, on le constate, hein, et que trouver des formations qui permettent de former rapidement, des formations attractives qui engagent les talents, et engagent les jeunes d'ailleurs à entrer dans l'industrie, sans prendre tous les risques et sans immobiliser les machines du capital, comme ce que Jérôme l'a dit, bah ça c'est évidemment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Mais au fond, notamment avec le métavers, il est aujourd'hui largement question de savoir comment est-ce qu'on peut essayer de reconstituer finalement, lorsqu'on travaille à distance, en télétravail, comment est-ce qu'on peut reconstituer un environnement de bureau, des déplacements à l'intérieur du bureau, etc., qui fait que, eh bien, quelque part, on se rapproche un peu plus de la réalité alors qu'on travaille depuis son domicile. Donc, il y a cet aspect-là sur lequel on va pas, qui voudrait d'ailleurs un webinaire en tant que tel, sur lequel on va pas rentrer. Je voudrais, moi, qu'on réponde à la question sur la santé, parce que ça me semble tout à fait essentiel aujourd'hui. Jérôme, il y avait des questions d'Alberto et de Jean sur la simulation et l'immersive learning dans le domaine de la santé. Alors, des exemples que tu peux donner, des cas d'usage. Oui, alors dans le domaine de la simulation, on a la possibilité aujourd'hui de recréer toutes les prises en charge, notamment, nous venons de faire une simulation pour un groupe qui travaille beaucoup en télémédecine. Donc, en créant une simulation de prise en charge de patients par une infirmière à distance avec le médecin. Cette simulation permet de s'entraîner et de s'entraîner d'abord au protocole qui doit être mis en place pour ce type de prise en charge, mais également à l'ensemble des outils nécessaires qui devront être utilisés par l'infirmière. Alors, quand je dis les outils, c'est
ce sont ces outils métiers naturellement, hein, un stéthoscope, une capacité effectivement à prendre une tension, etc. Mais c'est aussi les outils informatiques, parce que souvent le problème c'est le manque d'autonomie de l'infirmière face à l'outil informatique, c'est-à-dire l'outil qui va permettre de capter l'ensemble des données qu'elle recueille et les transmettre au médecin, les télétransmettre au médecin qui, lui, effectivement, à distance, doit avoir un panorama devant lui de l'ensemble des, des indications qui ont été recueillies de manière à ce qu'il puisse poser un diagnostic. Ça se travaille assez facilement en simulation. On peut le faire soit en réalité hybride ou en réalité virtuelle. Les deux sont tout à fait faisables. On peut également ensuite, donc du coup, complexifier les missions avec des patients tout à fait différents et des cas qui nécessitent en fait des types de prise en charge un peu spécifiques. On va le faire également, par exemple, dans le domaine des évaluations des jeunes médecins, hein, puisque en réalité virtuelle, on peut aussi se plonger dans un cabinet médical et puis recevoir un patient, réaliser l'ensemble des diagnostics, des palpations, du questionnement, etc., pour pouvoir effectivement poser un diagnostic. Donc, dans le cadre de ces analyses-là, on peut le réaliser également, on l'a déjà fait. Et puis en réalité virtuelle, on peut aussi traiter c'est-à-dire que l'outil n'est plus un outil de formation, ça devient un outil de soin, puisque nous venons de réaliser par exemple une simulation en réalité virtuelle ludifiée pour la prise en charge de patients anorexiques. L'outil sert en fait aux praticiens à permettre à la personne de mieux appréhender son corps, de mieux heu, de se voir exactement comme il est au réel, ce qui est pas une chose simple dans ce domaine-là. Et ça se déroule au travers de 10 activités, 10 jeux réalisés en réalité virtuelle, que le patient réalise en cabinet au fur et à mesure, qui lui permettent en fait cette reconnexion avec lui-même. Merci Jérôme. Alors, on est arrivé avec quelques minutes de retard, mais le sujet est tellement riche que c'est normal. Et puis, il y a très peu de déconnexion, donc tout le monde est quasiment resté en ligne. On est arrivé à la fin de cette séquence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas pu répondre ou de commentaires qu'on n'a pas pu mettre en évidence, alors que c'était des commentaires très intéressants, mais ils existent dans le système et ils sont l'occasion de poursuivre la conversation. Là, c'était la première étape d'une conversation entre toi et cette audience. Et ben, donc, je te souhaite de la poursuivre, cette conversation, et de répondre évidemment aux questions très intéressantes qui ont été posées. On voit d'ailleurs qu'il y a 2 planches, notamment sur les compétences métiers et l'outil de la décision qui n'ont pas pu être traités. Donc là aussi, ça pourra faire l'objet d'une complétude. De toute façon, tout le monde recevra le recording et d'ici un mois, le livre blanc qui sera d'ailleurs enrichi des commentaires et des sondages auxquels vous avez répondu. Voilà, moi je te remercie vivement. J'ai découvert beaucoup de choses avec toi, ça m'a passionné avec audace. Je sais que vous êtes prochainement au salon e-learning expo, donc ce sera aussi la possibilité de poursuivre la conversation. Je voulais vraiment te remercier tout le monde. Peut-être te laisser le mot de la fin, Jérôme. Écoutez, d'abord, merci beaucoup. Et puis effectivement, je suis à votre disposition pour discuter de toutes ces choses dans des mondes virtuels ou réels, selon votre choix. Voilà, ou dans le métavers, parce qu'il y avait une question sur le métavers. Et dans le métavers. Tu as donné une très belle conférence sur le métavers il n'y a pas longtemps, qui existe aussi sur YouTube. Il y a aussi là un matériel qui peut être transmis à notre audience. Merci Jérôme, merci à toutes et à tous d'avoir participé pour votre activité et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.